Salut, bienvenue dans le podcast Donna. On reçoit un invité particulier, c'est même pas un invité, il est à la maison chez lui. Moi, je vous le dis direct, il est à la maison chez lui. Nous recevons Loïc Capito, cofondateur de Posi. Bonjour Loïc, comment tu vas? Ça va très bien, Olivier. Tu viens? Merci de me recevoir. Je t'en prie, t'es chez toi, Ouais, t'es ouais, chez je toi. suis à la maison. T'es rentré, ça fait pas longtemps. Exact. Ça s'est bien passé? Très, très bien, ouais. Je reviens d'Abidjan Mhm. avec de bonnes nouvelles, des nouvelles fraîches. Ah, ça c'est très bien, on est content pour ça. Justement, moi je te connais. C'est un gimmick que j'aime bien répéter dans le programme, je te connais. Mhm. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que les gens de la com te connaissent quasiment tous. Mhm. Et certains start-upers te connaissent également. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Mhm. donc les abonnés de notre chaîne, bien sûr qui nous regardent à la télévision et même sur les plateformes de streaming, qui est Loïc Capito? Alors, Loïc Capito, 40 ans, gabonais, Mhm, entrepreneur dans la tech, mhm, père d'une petite fille de 9 ans, bientôt 10, mhm, extrêmement brillante, très intelligente, mhm, chrétien, mhm, engagé mhm, et surtout passionné d'entrepreneuriat. mhm. Voilà. Et justement, les gens, depuis quelques semaines, on va dire, connaissent Loïc Capito comme cofondateur de Posi. Mhm. Tu vois, mais moi, la première fois que j'entends parler de toi, c'est à travers une agence de communication. Ah, exact. À quel moment tu fais le switch ou tu n'as jamais fait le switch entre agence de communication et Posi? Alors aussi, il y a un switch qui s'est opéré quand même Mhm. depuis quelques mois maintenant Ok. et qui va être de plus en plus prononcé. Mhm. Mais pour refaire un petit peu la genèse, pourquoi je parle d'entrepreneur, c'est que à l'origine, ma vocation, je crois qu'elle tient de deux éléments Mhm. fondamentaux qui ne sont pas arrivés au même moment dans mon histoire, mais Mhm. qui bornent un peu Mhm. les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Mhm. La première d'entre elles, c'est un oncle, en fait, qui est une figure très inspirante, Mhm. le frère de ma mère, Mhm. un des premiers entrepreneurs en fait qui a monté une entreprise de vente de logiciels informatiques. Ok. Donc il vendait Sage, Oracle, SAP Mhm. pour le milieu bancaire dans les années 90. Ok. Et donc je passais tous mes étés, un mois durant, le mois d'août, Mhm. à travailler chez lui. Ok. Et donc ça m'a connecté au monde de l'informatique. Mhm. Je faisais des formations à 10-12 ans. Je faisais des formations pour Word Ok. à des papas, à des cadres déjà, donc avec mon petit manuel pendant les Mhm. vacances. Mhm. Et pourquoi je dis que c'est fondamental pour moi? Parce que le Mhm. mode de vie de l'entrepreneur, le fait d'avoir un environnement à soi, en fait, j'ai vu ça très tôt comme quelque chose de très épanouissant. Mhm. Et je me suis toujours dit, quand je serai grand, je voudrais faire comme tonton Patrice. Aujourd'hui, il est mort, Oh. paix à son âme. Mhm. Mais ça fait la transition vers la deuxième chose fondamentale qui m'a aussi marqué, c'est que Miles Monroe, qui est une figure que j'aime beaucoup pour le monde noir en Mhm. termes d'émancipation, d'impact, Mhm. a dit que l'endroit où il y a la plus grosse concentration de richesse, en fait, c'est le cimetière. Ok. Et l'idée, en fait, de partir de ce monde sans avoir écrit le livre comme Mhm. celui que tu as commencé à écrire déjà, avoir créé quelque chose comme l'environnement dans lequel on est, en fait, Mhm. le fait de quitter ce monde sans avoir fait sortir de soi ce qu'on a en soi, c'était un des échecs. Et c'est un échec auquel, en fait, je pense que personne ne veut être confronté, tôt ou tard. À l'orée de ma vie, je n'aimerais pas me dire tu as eu cette envie, tu l'as pas fait, tu as eu Mhm. cette idée, tu l'as pas mise en œuvre. Mhm. Et donc, c'est ce qui a fait que je me lance dans l'entrepreneuriat, d'abord dans la communication, Mhm. qui est un domaine que j'aime beaucoup, Mhm. qui me passionne, dans le digital, puisque dans les années 2010, la transition digitale a commencé au Gabon. Mhm. Et sur la base d'un échec, parce que l'idée c'était de monter une régie. Je pense qu'on s'est rencontrés la première fois autour un peu de ce projet, Exactement. autour de la régie donc d'écrans connectés dans les Mhm. taxis, Mhm. pour laquelle je pensais devenir multimillionnaire en 3 mois. En fait, cet échec a été fondamental parce que déjà il a fallu pivoter, donc Mhm. transformer la plupart de mes activités Mhm. en fait en activités standards de communication. Mhm. Et ce produit étant mort, ça a été en fait le terreau pour Posi, parce qu'on avait Ok. un logiciel, Mhm. on avait une idée, on Mhm. n'avait pas forcément une vision pour ce projet, Mhm. pas de marketing, Mhm. mais le fait d'avoir raté tout ça, ça fait qu'à un moment donné, on se pose et on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on doit faire de mieux? Comment vendre mieux un service qui n'existe pas Mhm. forcément?
Et donc, la transition Touch Posy s'est faite sur la base de cette régie, en fait. Oh, ok. Je pense qu'on pourra développer peut-être après, mais voilà, aujourd'hui, je suis dédié à 100% sur Posy, qui est donc une application de télématique. Ok. Une boîte tech qui fournit des solutions d'analyse de données dédiées donc aux acteurs de la mobilité, qui ont des flottes, qui ont des engins, qui ont des actifs qui ont de la valeur et qui veulent pouvoir les suivre. Ok. Mais est-ce que pour toi aujourd'hui, de façon concrète, je sais que tu as la réponse, cette expérience-là, avec justement le côté régie et touch innovative, est-ce que cette expérience-là, forcément, est-ce que cette expérience-là a eu un impact sur Posy et si oui, comment? Je sais que c'est forcément oui. Alors, je pense que l'impact principal, comme je te disais, c'est touchscreen, c'était une bonne idée et ça reste une très bonne idée. Des écrans connectés dans des véhicules, en fait, on l'a vu dans plusieurs pays, ça marche très bien. Sauf qu'au Gabon, au moment où on voulait lancer ce produit, je pense qu'il y avait une inadéquation. Il n'y avait pas forcément de demande. Le marché n'était pas forcément prêt pour ça. Et je me rappelle qu'on a beaucoup réfléchi à comment faire adopter le produit. Mais à la fin de la journée, quand je regarde ce que ça pouvait rapporter en termes de cash, parce qu'on fait du business, en fait, c'était beaucoup d'efforts pour très peu de revenus. Ok. Et très peu d'annonceurs étaient prêts finalement à s'engager sur ce territoire parce que les 4x3, la radio, Internet, c'était déjà suffisant. Donc l'idée d'avoir un nouveau média sur un marché où finalement les statu quo sont quasiment acquis. Je ne trahis pas de secret, mais on sait un petit peu qui fait quoi et comment. Ça ne bouge pas beaucoup. On n'est pas un pays producteur de produits forcément à valeur ajoutée. Donc là, on était face un petit peu entre deux chaises comme ça, à se demander est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Et l'idée d'arrêter, en fait, elle ne s'est pas faite comme on abandonnerait un projet. On s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'il y avait de bon et qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait en fait pour lancer Posy derrière. Et une des premières décisions, ça a été OK, il faut une stratégie marketing. Il faut une vision. Il ne faut pas lancer un produit juste pour l'idée d'avoir un beau produit. Il faut que ce produit vienne réellement répondre à un besoin. Il faut qu'en face, il y ait un usage qui en soit fait. Et surtout, il faut combler le gap de crédibilité qu'on peut avoir, nous, en tant que jeunes Gabonais. De se retrouver face à un décideur en général qui va être un Français, un expatrié, avec tous les a priori que nous avons déjà sur le marché en tant que jeunes Gabonais. Donc on s'est dit, bâtissons quelque chose qui soit crédible. Je ne vais pas faire de langue de bois. L'idée, c'était vraiment de se dire, si on pense que cette solution est importée, on a gagné. Donc la perception même du produit, elle vient de là. Et donc on l'a lancé avec beaucoup d'audace, en mettant l'accent sur la qualité, sur l'expérience, sur la valeur perçue, pour que Posy puisse déjà convaincre de prime abord, en fait. Ok. J'ai envie de dire, je vois un peu le switch, je vois un peu le côté, vous essayez de répondre à un besoin. Donc, il y a eu ce côté marketing dont tu parles, etc. etc. Mais et en même temps, j'ai envie de dire, quelle est la mission de Posy aujourd'hui? Et à qui s'adresse cette solution? Parce que forcément, il y a des gens qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment orienté pour une certaine cible. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas forcément compréhensible pour le grand public. Mais Posy s'adresse à qui? Et de façon concrète, sans utiliser nos expressions que l'on connaît pour que la majorité de personnes puissent comprendre. Alors, pour que la majorité de personnes comprennent ce que fait Posy, Posy transforme les véhicules en données, les données en décisions. C'est déjà pour qu'on comprenne de quoi on parle. Notre métier, techniquement, c'est de suivre des véhicules avec des tracking GPS. Mais la finalité de notre métier, c'est de proposer aux propriétaires de ces véhicules des données qui leur permettent de garder le contrôle sur leur flotte, qui leur permettent d'économiser du carburant, de l'entretien, toutes les problématiques que le véhicule va créer, en fait. Et surtout, d'avoir un impact sur la personne qui conduit la voiture, le chauffeur. Donc, c'est autour de ces trois piliers-là que notre solution, notre application, en fait, va apporter de la valeur aux entreprises. Ce qui nous distingue également de ceux qui le font depuis 35 ans, parce que c'est un vieux métier, le tracking, c'est d'avoir une approche justement data. On est à l'ère où la data, c'est le nouvel or noir, tout le monde veut prendre des décisions, mais tout le monde n'a pas forcément les bonnes data au bon moment. Donc, nous avons développé l'application en faisant en sorte que
l'utilisateur final, que ce soit un particulier qui a 3, 4, 5 véhicules, que ce soit un directeur financier qui veut gérer en fait le flot de dépenses qu'il a à gérer avec ses véhicules, puisse prendre de bonnes décisions. Ça veut dire quoi? De façon simple, je dépense 100 000 francs pour 100 km. Comment je fais pour être sûr que les 100 000 sont vraiment utilisés pour mon activité? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un petit 15% qui part dans la nature? Parce que le chauffeur s'est arrêté prendre un café où il ne fallait pas. Parce que le véhicule, finalement, quand je mets 10 000 francs de carburant, il passe beaucoup de temps le week-end à aller au Cap avec. Donc, autour de la notion de contrôle, qui est le premier sujet qui vient à la tête quand on parle de tracking, il y a surtout la notion d'économie. Et donc, nous, on a développé une plateforme qui permet vraiment de générer de l'économie. Donc, en gros, on dépense de l'argent pour suivre ces voitures, mais cet argent permet de générer de l'économie aux entreprises, aux propriétaires de flotte. Ok. Et justement, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'assister à un événement de poésie dans un hôtel de la place d'ailleurs, au centre-ville. Et tu faisais un test grandeur nature où il y avait la possibilité d'arrêter le véhicule à distance et tout. Ouais, bon, c'était pour le show. Hein. Il faut bien montrer quand même ce que ça peut faire. Mais effectivement, on peut immobiliser la voiture à distance. Aujourd'hui, avec la tech, on peut faire énormément de choses. Hein. Tu peux avoir de la reconnaissance d'image, tu peux savoir si quelqu'un téléphone au volant, tu peux suivre énormément de données. Et donc, l'idée là aussi, c'était de rendre concret le produit pour nos clients, pour nos partenaires, et surtout pour montrer qu'en fait... c'est des choses auxquelles on pense souvent parce que voilà, j'ai une voiture, le chauffeur en fait je sais pas où il se trouve et cette frustration de ne pas avoir de contrôle, en fait cette fonctionnalité permet de bien se défouler. Donc on donne effectivement la possibilité d'immobiliser à distance la voiture. Ouais. Ok, mais Pose en même temps, je sais qu'après Libreville, vous êtes positionné du côté de Port-Gentil. Est-ce que Pose vise d'autres villes du Gabon? Oui, notre ambition, en fait, c'est de devenir l'application de tracking la plus appréciée en Afrique. Hein, c'est pour ça qu'on a développé ce petit wording. Hein, c'est vraiment connecter l'Afrique un véhicule à la fois. Et on commence par chez nous au Gabon. Donc, Libreville, c'est notre tout premier marché. On a ouvert cette année, fin d'année dernière, cette année, Port-Gentil, qui est aussi un très gros marché avec tout le secteur industriel et parapétrolier. Et l'idée, c'est donc d'étendre nos activités, Mwanda, et par la suite, de passer à l'internationalisation, donc avec la première expérience en Côte d'Ivoire. Dont on parlera tout à l'heure. Dont on parlera, effectivement. Mais l'ambition qu'on a, en tout cas pour la phase dans laquelle nous sommes, c'est d'être présent dans 10 pays d'ici 2030. Okay. Voilà, c'est ça l'ambition de Posi. Ok, justement, je vois en fait que sur les réseaux sociaux, tu insistes vraiment sur l'implication de tous au niveau de Posi. Tu ne fais pas ce travail tout seul, etc. En fait, mais comment a été construite l'équipe autour de Posi? L'équipe de Posi en fait, on est tous liés par la vision. Okay. Ça part vraiment de la vision. Je pense que même pour ce que tu fais, la vision, elle est visible, elle est palpable en fait. Parce qu'il faut bien à un moment donné fédérer tout le monde autour de quelque chose. Et cette chose immatérielle, il faut la rendre concrète. Il faut la rendre concrète et je salue d'ailleurs un invité que tu as eu ici avant, hein, Yannick, avec qui j'ai eu une discussion qui a été très utile parce qu'il m'a connecté à un bouquin extraordinaire qui s'appelle Traction. Et autour de cette vision, on doit choisir les bonnes personnes. Et souvent, on se dit tous, il faut les bonnes personnes, mais la méthode pour choisir les bonnes personnes, on peut tâtonner. On peut appeler un cabinet RH pour dire je veux tel type de profil technique parce que je veux faire tel type d'activité. Mais il y a autre chose en fait. Parce qu'une start-up, contrairement aux entreprises déjà établies où les choses fonctionnent, ont des procédures et les choses sont plus ou moins acquises, la start-up est en changement permanent. Parce qu'en fait, les défis font qu'on doit se dépasser. Donc, il y a un type de personnalité qu'il faut avoir au-delà même des compétences. Et la prise de conscience de cet élément-là nous a fait choisir donc la bonne personne à la bonne place autour de critères qui sont simples. Déjà, c'est adhérer à la culture d'entreprise. Notre mantra, c'est « on est en mission ensemble ». Parce qu'au Gabon, on dit souvent « on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble ». Mais un jour, je me suis dit « on est ensemble », mais on est ensemble pour faire quoi?
Donc l'idée, c'est pas d'être ensemble pour être ensemble, c'est d'être ensemble pour aller dans une direction, avoir un cap, adhérer à ce cap ensemble. C'est le contrat de confiance qu'on construit. Et donc autour de cet être ensemble, on a des piliers qu'on a définis dans notre culture d'entreprise et on choisit en fait les profils en fonction de ces piliers. Hein, l'idée, c'est qu'on a tous des valeurs individuelles. C'est ce qui reste en fait quand on a tout perdu. Si demain, je me retrouve sans le sou, on me reconnaîtra quand même par rapport à mes valeurs. Ouais. Donc l'idée, c'est que même en tant que groupe humain, on partage ces valeurs et donc on choisit dans le recrutement de poser les questions pour s'assurer qu'en fait, sur les 5 valeurs fondamentales de la boîte, tous nos collaborateurs en aient au moins 3 et demi, on va dire, en commun, hein, si on peut dire ça comme ça. En dessous, on considère qu'en fait, ce n'est pas viable pour nous. Ça nous coûtera beaucoup d'argent de nous séparer de quelqu'un qui, dans un moment de crise, en fait, pour des raisons de valeur, ne sera plus compatible avec le projet. Et souvent, c'est autour des valeurs qu'en fait, les problèmes humains passent en fait le cap de la rupture. Okay. Quand on a les valeurs communes, on arrive finalement à trouver de l'entente. On arrive à se poser, trouver des compromis. Mais quand on n'a pas les mêmes valeurs, effectivement, en cas de friction, ça devient problématique. Et la start-up, c'est de la friction en permanence. Donc, voilà un petit peu comment on a choisi de monter l'équipe. Mon associé et moi-même, donc on a défini nos valeurs ensemble et tous les recrutements se font sur la base effectivement de ce dont on a besoin techniquement, mais surtout de qui va le faire en tant qu'homme. Ah, ok. Et justement, moi je veux savoir, en tant qu'entrepreneur, toi, qu'est-ce qui te motive? On en parlait un peu en off tout à l'heure. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui te motive, te pousse à faire tout ce que tu fais? J'ai un petit peu commencé à le dresser avec l'introduction sur l'inspiration, la figure et le fait de ne pas partir de ce monde-là avec tout ce que Dieu a mis en nous. Mais je pense que c'est ça. Une fois qu'on a un rêve, ça devient une sorte d'obsession. Et cette obsession, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à y visualiser le chemin pour l'atteindre. En fait, on est sur une marche. Elle n'est pas sereine, hein, mais c'est une marche pour laquelle on sait exactement à quel moment on peut se reposer, à quel moment on doit célébrer et à quel moment il faut accélérer. Et donc, moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé un rêve qui correspond vraiment à ce que Dieu a mis en moi. Hein, c'est ça. Je partage souvent cette phrase de Schuller qui dit « Ayez des rêves suffisamment grands pour que Dieu ait sa place dedans ». Parce que c'est la meilleure manière, en fait, de se rendre compte qu'on a tous un muscle qu'on utilise à plus ou moins grande intensité. Hein, c'est le muscle de la foi. Et ce muscle-là, quand on l'utilise bien, on se rend compte qu'il est connecté à la grandeur. Et on a envie tous de grandeur. Pas pour des questions d'ego, mais parce que réaliser qu'on a des projets qu'on peut mettre en œuvre, en fait, c'est extraordinaire. Mais on a tous des ressources limitées. Ouais. Et on commence quelque part, en fait, dans cette démarche de foi, d'avoir l'audace de dire, bon, allez, je vais ouvrir ma boutique, tant bien même j'ai pas forcément le fonds de roulement pour 1 an, je vais démarrer. Et ça, je pense que tout le monde a ça en lui, à plus ou moins grande échelle. Et l'idée, en fait, de le vivre au quotidien, c'est un carburant perpétuel. Donc, c'est vraiment une sorte de mélange entre la foi, l'audace, le courage, et puis l'obsession de ce rêve qu'il faut atteindre. On a un horizon à 2030, mais en fait, pendant que j'y pense et que je le matérialise et que je l'écris sur un bout de papier, je pense à l'étape d'après. Je pense à mes enfants, je pense au legs, à l'héritage que je vais laisser. Et finalement, c'est ça l'héritage. Donc, on se bat parce qu'on veut laisser un héritage à ses enfants, à notre pays, à notre écosystème. Et ça, en fait, ça donne une sorte de saveur à tout ce qu'on va faire. Pourquoi je fais ça? Pour laisser quelque chose. Jamais pour moi, c'est pour laisser quelque chose. Je pense comme le contenu que tu es en train de faire, ça va forcément arriver à une échelle où ce sera plus toi. Ce sera plus l'équipe qui est avec nous. Ce sera plusieurs personnes qui vont répliquer un concept qui a de l'impact. Et donc, c'est ça qu'on recherche, en fait. Hein. Exactement. Et justement, tu l'as dit également au début, mais moi, j'aime bien revenir sur des choses belles. Est-ce qu'il y a-t-il un moment précis dans ta vie qui t'a particulièrement boosté et a changé ton mindset? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Oui, mais là, tu me poses une question difficile. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des moments positifs, il y a des moments moins positifs. Alors,
Alors, si tu me permets de partager deux choses, une chose positive et une chose moins positive à vivre, Mhm. la chose positive, ça a été une expérience qu'on a vécue. J'étais consultant à l'époque pour Shell et on a eu à travailler sur un programme pour Mhm. permettre aux jeunes entrepreneurs gabonais de démarrer un business. Ok. Et c'était une expérience très positive que j'ai vécue en tant que chargé de communication et de stratégie. Et c'est une expérience qui m'a permis de voir cette grande entreprise qui a plus de 100 ans maintenant, Mhm. Shell, qui a commencé, parce qu'on se confronte à l'histoire de cette boîte, avec quelqu'un qui décidait d'aller acheter des coquillages, d'aller pêcher des coquillages. C'est incroyable, hein, mais Histoire de Shell. c'est l'histoire de Ah oui, Shell. c'est vrai que son logo là, j'ai C'est le l'impression que c'est un coquillage. coquillage derrière. Exactement. Ça a commencé comme ça. Ok. Et je me suis dit, incroyable. C'est-à-dire que c'est ça l'origine de ce truc qu'on voit aujourd'hui comme un mastodonte, avec plus de 100 000 employés dans plus de 40 pays, Mhm. avec une culture d'entreprise tellement forte que même en tant que consultant, Mhm. je me suis senti comme quelqu'un de Shell. Mhm. J'avais pas leur salaire. Mais en termes d'impact, de valeur, j'ai Mhm. trouvé ça extraordinaire de réussir à monter ça. Mhm. Et c'est parti de quelqu'un qui s'est levé un jour, parce que c'était la crise en Angleterre, et qui a dit, bon, qu'est-ce que les gens aiment acheter? Des petits bibelots. Et qu'est-ce qu'ils mettent sur les bibelots? Des coquillages. Mhm. Vraiment, c'est parti de là. Mhm. Et après, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je pense que c'est très inspirant à aller regarder. Mhm. Mais voilà, je trouvais ça incroyable de me dire, en fait, tu peux partir de n'importe quoi et arriver à la grandeur, Loïc. Mhm. Donc oui, c'est pour dire aussi qu'on ne doit pas négliger les intuitions, les goûts. Il n'y a pas de petites choses, en fait. Hein. Le grand est dans le petit. Donc, quelle que soit l'intuition qu'on peut avoir de démarrer à faire quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, Mhm. où on se dit qu'il y a une valeur intrinsèque, il faut le faire, il faut oser. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et derrière, toute la méthode qu'ils ont développée autour de c'est quoi une bonne idée, suivre l'argent, etc. Voilà. Il y a eu beaucoup de positifs là-dedans, il y a eu beaucoup de rencontres très intéressantes, Mhm. des mentors, des frères, des amis aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissant de cette expérience qui a été fondamentale. Expérience négative parce qu'il faut toujours balancer. Toujours. La vie d'entrepreneur n'est pas faite que de bons moments. Expérience négative, je dirais, avec Touch, la période du Covid. Ok. Parce que le Covid a été dévastateur pour notre secteur, hein, de la communication. Mhm. Beaucoup d'entreprises qui ont considéré que c'est le premier budget à couper, finalement, ont mis à sec beaucoup d'entrepreneurs dans le secteur de la communication. Je ne sais même pas si les budgets sont vraiment revenus au niveau d'avant Covid. Non. Hein, toi, tu le sais mieux que Oui, moi, oui, parce que non, c'est pas tu es dans le secret des dieux. Mhm. Mais ça a été un moment pivot pour moi. Mhm. Il a fallu finalement arriver à une sorte d'échec parce que équipe trop grande, moins de marché, Mhm. il faut faire des choix. Donc tu dois downsizer, tu dois revoir des choses, tu dois te séparer de certaines personnes. Et c'est jamais agréable quand tu aimes l'être humain d'arriver à ce genre d'étape-là. Donc, mais ça te fait revisiter la façon avec laquelle tu fais certains choix. Mhm. Donc ça, c'est fondamental pour côté négatif. Et puis bon, je pense qu'on peut s'arrêter à ces deux expériences. Et ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu dans le magazine Fortunes, où on parlait de l'histoire de Walt Disney ou Walter Disney, qui n'est même pas son vrai nom. Il disait en fait l'histoire derrière Mickey Mouse, c'était en fait, il dormait et il avait une souris passer. Et c'est de là, en se levant, il a dessiné Mickey Mouse. Et avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Et ça nous donne également l'opportunité de parler de... Tu as fait l'actu, tu as fait l'actualité business tech du Gabon, mais pas seulement. Et justement, Posi a levé 650 000 euros sur le marché du capital risque et tout. En fait, j'ai envie de savoir comment tu as vécu, pas cette annonce, non, ça, mais comment tu as vécu tout le processus. Et comment se passe une levée de fonds? Parce que les gens se disent il faut envoyer un dossier quelque part, comme à la banque, après, il y a un tour de table, etc., etc. Comment ça se passe concrètement? Et comment tu as vécu tout ça? Alors, je pense qu'il y a une chose importante à clarifier dès le départ, c'est que on a toujours su qu'on avait besoin d'argent, mais pas le nôtre. C'est-à-dire que c'est important de se dire... Ça, c'est bien ça. Lorsque j'ai démarré le projet avec mon associé, l'idée c'est, OK,
combien ça va nous coûter. On a déjà un peu d'expérience entrepreneuriale. On ne va pas forcément prendre toutes nos billes pour les mettre sur la table. On a une crédibilité, aussi infime soit-elle, on peut essayer de travailler là-dessus. Et donc, à ce moment-là, on cogne à des portes. On cogne à des portes, comme toute personne qui a une idée, en fait. Voilà, j'ai ce projet, j'ai besoin de tant de millions pour démarrer. Pour ce tant de millions, je suis prêt, en fait, à consentir que tu deviennes actionnaire. Ou alors, je suis prêt à te rembourser sous tel délai. Donc, je pense que tout le monde, intuitivement, a cette approche de j'ai besoin d'argent que je n'ai pas. Et je pourrais, avec cet argent, faire quelque chose. Donc, le monde de la levée de fonds commence, en fait, à partir du moment où on a un projet, justement, comme je te disais, trop grand, tellement grand qu'il faut que Dieu ait sa place dedans. Et donc, on a su très tôt qu'on devrait faire recours à de l'investissement. Et j'ai envie de dire, c'est toujours d'actualité. On l'a écrit dans notre vision. L'idée, c'est d'arriver en 2025 et d'avoir levé des fonds. Depuis 2021, c'est inscrit quelque part. Et à chaque fois qu'on fait une session stratégique avec les équipes, on le rappelle. On va arriver au stade où on va lever des fonds. Pourquoi ? Parce que l'expansion de Posi nécessite de l'investissement. Et cet investissement ne pourra pas être pris sur les résultats qu'on a. Ils sont positifs, il y a de l'attraction, mais ils ne seront pas suffisants. Il faut qu'on puisse partager le risque d'aller à l'international avec quelqu'un qui a de la connaissance, au-delà du capital, du réseau. Au-delà du capital, et qui pourra avoir de l'influence, parce qu'il s'agira de faire de la compétition sur un autre marché. Donc, de façon logique, il faut un investisseur. Il faut quelqu'un qui soit capable de nous accompagner. Et donc, à ce moment-là, on va voir des personnes qui ont déjà eu recours à ce type d'investisseurs, on s'en renseigne. Tout est question d'information. Donc, tu as une connaissance qui a levé des fonds, tu lui demandes comment ça s'est passé, etc. Et là, tu as un chemin qui commence à s'identifier. Et la question, c'est comment moi, je vais le parcourir. Et on s'est dit très tôt qu'il fallait qu'on ait un type d'investisseur particulier, des gens qui croient en l'Afrique, pas des investisseurs qui viennent de loin et qui vont nous demander des milliards de reporting. On voulait des investisseurs qui aient justement cette capacité de nous aider à accélérer. Donc avec du réseau, avec de l'influence. Et ce sont ces critères qu'on a mis en face. Maintenant, la première des choses, en fait, Olivier, la vérité, c'est que tu n'es pas prêt. Tu peux te faire tous les films du monde en te disant c'est bon, ça va aller. Effectivement, je sais que j'arrive et je peux convaincre, mais en fait, on n'est jamais vraiment prêt. On se rend compte, discussion après discussion, qu'il manque ceci, il manque cela, il manque ça. Et en fait, tu vis ce parcours comme une remise en question permanente. Tu as des fondamentaux solides. Tu as fait quelque chose en quoi tu crois. Sinon, tu ne vas pas le vendre. Mais la vérité, c'est qu'il faut être prêt à écouter aussi le fait que non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas dans le standard. Ça, c'est pas la norme. Ça, on regarde même pas. Donc, tu as des fins de non-recevoir qui sont très sèches. Mais la vérité, c'est que ça te remet en question sur comment tu fais le business. Pourquoi tu fais le business ? Et avec qui tu fais le business. Donc, tout le long du processus qui a duré pour moi, je dirais, à peu près 1 an et demi, eh bien, tu te prépares avec de la documentation et ensuite, tu discutes avec des gens. Et une personne te recommande à une personne, qui te recommande à une personne, qui va dire « Bon, Olivier, écoute-moi, je ne suis pas trop chaud pour mettre de l'argent dans ton projet. Par contre, je connais Pierre, Paul, ça peut les intéresser. Je vois que tu es quand même crédible, tu es structuré. Selon moi, je peux parler de toi à ces gens-là. » Et comme ça, en fait, pendant 1 an et demi, tu te retrouves à répondre à un call, faire une visio là, aller à un rendez-vous là-bas. Et pitch après pitch, en fait, tu convaincs. On a des acteurs locaux qu'on est allé essayer de convaincre également. Je vais pas tacler qui que ce soit, mais c'est pour dire qu'en fait, il faut voir tout le monde et il faut être prêt à recevoir des fins de non-recevoir, mais il faut continuer en fait. Et surtout, un point important que je veux partager, c'est que la vision de Posi, avec ou sans levée de fonds, s'accomplira. C'est-à-dire que la levée de fonds joue une part dans le projet. C'est l'accélération. Mais il faut être aussi conscient que si elle ne vient pas, on a les ressources de continuer. Donc, un projet ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas d'investisseurs. Un projet trouve des ressources internes, mais qui va faire qu'en fait, on va grandir beaucoup moins vite. Je pense qu'on serait arrivé en Côte d'Ivoire peut-être dans 2-3 ans. Là, le fait de le faire maintenant, effectivement, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a le capital pour tenir. Mais
Bah, il aurait fallu attendre 2 ans. On se serait quand même posé la question après 2, 3 ans. OK, on a bien travaillé au Gabon. Est-ce qu'on va vers le Congo? Est-ce qu'on va vers la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on va vers... C'est une question de ressources. Mhm. Et quelqu'un disait, hein, la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Clairement. Donc, on est resté en mode préparation permanente pendant 7 années et demie. Mhm. Et puis, à un moment donné, bah, il y a eu la chance. Il y a eu la grâce. Et là, c'est un alignement de planètes. Hein. C'est toujours après qu'on se dit que les planètes sont alignées. Mais pendant la course, on regarde à gauche, à droite. Et puis, à un moment donné, effectivement, les planètes sont alignées. Mhm. Et là, bah, c'est une grâce. Donc, on est dans on est dans cet état de grâce. Mhm. On récolte les fruits aussi de ce qu'on a pu semer pendant les 4 premières années à être rigoureux, à faire beaucoup de sacrifices. Et puis, bah, je remercie l'équipe, parce que c'est pas facile pour une équipe de me supporter. C'est pas facile de garder le cap. Mhm. Et comme je disais au départ, en fait, c'est intensif. Donc, c'est pas... En fait, on court un marathon au rythme d'un sprint. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ah ouais, c'est épuisant. Voilà, donc de temps en temps, effectivement, les équipes ont besoin de s'arrêter. Mais tu dis non, on peut pas s'arrêter. Mais tu sais qu'on doit s'arrêter quand même. Mhm. Donc voilà un petit peu le retour d'expérience que je peux faire. Mais justement, lorsque les planètes sont alignées, Mhm. il faut toujours convaincre. Même lorsque les planètes sont alignées. C'est juste que tu te retrouves peut-être, de mon point de vue, hein, moi je sais pas, tu te retrouves dans un cadre où il y a des business angels, etc., qui sont là. On te donne ta chance. Dans cette pièce, il y a des business angels. Tu peux avoir jusqu'à 10 millions d'euros. Tu peux rentrer, tu as le droit de rentrer. Et tu as le droit de pitcher. Tu vois? Mais selon toi, dans l'architecture même de Posi, qu'est-ce qui, selon toi, a séduit ces investisseurs-là? Alors, ce ne sera pas selon moi, je vais te dire ce qui a séduit nos investisseurs. Aujourd'hui, ce qui les a séduits d'abord, c'est la vision. On a une vision qui est très claire, elle est formulée depuis le premier jour et elle n'a jamais bougé. Ouais, Donc, c'est quelque chose de stable et ce n'est pas quelque chose qui doit changer. Parce qu'en fait, l'investisseur ne veut pas d'aléas dans le cap que vous prenez. Ouais. La mission, elle découle de la vision. C'est-à-dire qu'on est en mission ensemble là, ça découle de la vision. Donc les investisseurs ont compris la mission. Ils ont compris pourquoi on mène la mission de cette manière. Donc il y a eu cette discussion déjà sur cette première strate. Et après, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder vos fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quels sont les chiffres? Parce qu'en fait, l'argent a besoin d'un véhicule qui réussit à reproduire l'argent. Et on le reproduit avec les ventes, on le reproduit avec les process, on le reproduit avec des clients, on le reproduit avec une équipe bien organisée. Donc, ils vont essayer de regarder tous ces aspects. Et l'expression que je donnais à un autre investisseur à un moment donné, quand on arrivait près de la fin en termes de négociation, c'était bon, c'est bon, on est nus là. Donc, il faut y aller en fait. Il faut être prêt à se mettre à nu. Et je pense quand ils ont vu la mariée, ils se sont dit qu'il y avait des choses intéressantes à en tirer. Alors, on n'est pas parfait. Ils apportent aussi de la structuration sur pas mal de choses. Mais je pense qu'il faut être bien organisé déjà dans ses finances, dans ses process, pour réussir à être crédible. Ensuite, il faut avoir une projection de marché qui soit réaliste. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, le Gabon est trop petit. Et même si on fournit les plus grands efforts du monde, tout cet argent ne va pas servir à créer de la croissance au Gabon. Ou du moins, la croissance au Gabon va être plafonnée par le marché. On en parlait un peu en off tout à l'heure. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 1 million d'habitants tous les ans qui arrivent sur le marché. Donc, c'est un petit Libreville qui se déverse là-bas en permanence. Et donc, forcément, oui, il y aura de la compétition, mais il y a de l'attraction. Il y a un potentiel. Et donc, à ce moment-là, si vous êtes capable déjà, dans votre organisation, d'avoir un produit qui tourne, qui est structuré, à ce moment-là, il faut aller chercher de la croissance là où la croissance elle-même se trouve. Et donc, le dernier élément de conviction, c'est où est-ce que vous voulez aller et comment vous structurez votre marché, en fait, quand vous attaquez. Et là, ils ont trouvé également, je pense, quelque chose de satisfaisant. Il y a eu des arbitrages sur l'orientation d'origine. Comme je te disais, nous, on veut aller dans 10 pays. Donc, quand tu les croises, tu dis « Ah, moi, je vais aller dans 10 pays. » Excusez-moi, Coco, commence par 1 ou 2 déjà. Et on va voir après si ça fonctionne. Et même sur le choix du pays, c'est des discussions. Parce qu'il y a une dimension stratégique. Et là, il faut être prêt à écouter. Il faut être prêt à écouter parce que
même si on a le bagou, on a la vision, on croit dans ce qu'on fait, je pense qu'une des qualités pour entreprendre, c'est être capable aussi d'écouter. Voilà, d'écouter quelqu'un qui a plus d'expérience, d'écouter quelqu'un qui a un meilleur réseau, d'écouter quelqu'un qui a une connaissance du marché où on va. Et donc, ça fait qu'on met un peu de flexibilité dans le plan. Voilà, la destination ne change pas. On met un peu de flexibilité, on met un peu d'eau dans son vin. Au lieu de lancer comme on aurait imaginé, on lance peut-être différemment. Donc, voilà un petit peu les points qui ont attiré l'investisseur et qui font qu'à la fin de la journée, c'est un partage de vie, quoi. Vous êtes ensemble après, hein, parce que tu ouvres ton capital, donc tu es avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi. Ça aussi, souvent, on l'oublie. C'est pas de l'argent qui est juste posé sur la table. Tu es avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi, qui veut te voir réussir. Donc, cet alignement, c'est une force. Et aujourd'hui, le fonds qui a mis des fonds dans Posi, ils ont un rayonnement qui est continental. Hein. Ils ont déjà sécurisé une vingtaine de deals en Afrique. Ils ont mis des tickets de 200 000 jusqu'à des millions d'euros. Ils ont mis de l'argent dans des entreprises qui ont créé du succès sur 3 à 5 ans. Ils ont fait un exit il n'y a pas longtemps avec une boîte qui s'appelle La Paire. Ouais. Donc, c'est un opticien un peu moderne qui se trouve d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a ce côté aussi connaissance du marché, création de succès. Et là, on sait qu'en fait, on est une bonne équipe. Maintenant, on est une très bonne équipe. Et quand on a une bonne équipe, tu vois, en fait, on fait de grandes choses, quoi. Ouais. Et justement, pourquoi la Côte d'Ivoire ? À un moment donné, je voulais dire oui, si tu voulais aller au Maroc et qu'ils n'ont pas nécessairement du réseau de ce côté-là, ils ne t'accompagneraient pas. Du côté du Maroc, ils te renverraient peut-être vers le Cameroun, au Congo, vu qu'ils ont un réseau. Mais je comprends aussi que de base, Posi, après le Gabon, ciblait déjà la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire ? C'est un gros marché. Même si j'ai compris, 1 million... C'est un très gros marché, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le marché qui attire les capitaux, c'est le marché où tu as un flux logistique, parce que n'oublie pas notre métier, en fait, hein, c'est d'accompagner les acteurs de la mobilité. Donc, on regarde où est-ce qu'il y a le plus de voitures sur le continent, où est-ce que l'industrie automobile est en effervescence, où est-ce que les corridors logistiques sont les plus dynamiques. Et là, en fait, ça s'impose, parce que Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est le déversoir de tout l'Interland. Mali, Burkina, tout passe par là. Et on a des corridors qui partent même du Maroc jusqu'à Abidjan. Aujourd'hui, c'est là que l'attraction se passe. C'est là qu'aussi, on a un secteur qui est très sécurisé, hein, très structuré, financièrement parlant. Donc, c'est une sorte d'évidence. C'est moins évident pour nous parce qu'en fait, en Afrique centrale, on a souvent des marchés qui sont atypiques. Mais en Afrique de l'Ouest, les marchés commencent à être standardisés. On trouve énormément d'acteurs. Il y a des Chinois, des Indiens, des Libanais, des Français, des Américains. Morgan Stanley s'installe en Côte d'Ivoire. Donc, même d'un point de vue sécurisation financière, c'est un signal fort. Donc là, on a des marchés qui sont très dynamiques, avec aussi un PIB, une traction très forte, BTP, les routes. Bon, c'est des choses qui montrent en fait que si on pense avec forte conviction qu'on doit être une boîte qui crée du succès, qui devient l'application la plus appréciée, il faut aller là où les gens sont les plus nombreux. Et quelqu'un m'a dit un jour, si tu veux devenir milliardaire en Afrique et que tu ne mets pas le Nigeria sur ton potentiel de marché, c'est qu'en fait, tu ne veux pas devenir milliardaire. Quand même plus de 100 millions d'habitants. Ouais, c'est ça. Justement, quelles sont aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, quelles sont les prochaines étapes de développement de Posi après la Côte d'Ivoire ? Alors, Posi, c'est une dizaine de pays en 2030. Donc, je pense qu'on va démarrer par l'Afrique de l'Ouest. On va revenir aussi en Afrique centrale, parce qu'on a à côté de nous des clients dont aujourd'hui la présence est régionale. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces clients. Voilà, il faut les accompagner, les clients qui sont au Gabon et sur les territoires ils sont à côté. Ça nous permettra d'avoir déjà un premier ancrage. Et ensuite, en termes également d'innovation,
Parce qu'en fait, on est une boîte tech, hein, donc vrai qu'on n'a pas trop parlé de la tech, mais Mhm. l'idée aussi, c'est qu'on est très disruptif sur notre approche, sur l'expérience utilisateur, parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours, mais sur les fonctionnalités qu'on apporte à nos clients. Aujourd'hui, on pousse très fort, donc je ne vais pas trahir de secret maintenant, mais premier trimestre 2026, tu seras invité certainement, parce qu'on va organiser quand même quelque chose de bien pour le présenter, hein. Ok. Des fonctionnalités qui vont changer un petit peu la façon dont les acteurs utilisent ce type de solution. Ok. On a de la R&D qu'on va lancer premier trimestre 2026 également. Et l'idée, c'est de commencer à publier un petit peu nos innovations. On en a déjà quelques-unes, hein, qu'on met à disposition de nos clients. On a l'IA qu'on a intégrée à notre plateforme, donc pour avoir de la conversation avec Posi et d'autres choses également. Donc, au cours de l'année prochaine, 2-3 nouvelles fonctionnalités vont être présentées. Et je pense qu'on va prendre un cycle comme ça sur la roadmap produit. Voilà, on a des choses à faire jusqu'en 2027. Et l'idée, c'est de livrer et puis au fur et à mesure de communiquer sur ce qu'on apporte de nouveau. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a levé des fonds, hein, pour agrandir l'équipe. Okay. Donc l'équipe va grandir, les produits vont se multiplier et l'ancrage territorial va grandir également. Donc c'est un petit peu ça notre vision. Et puis après 2030, il va falloir redéfinir 2040, 2050. J'espère d'ici là qu'on aura bien avancé et qu'on sera dans les clous. Et puis, on rêvera encore plus grand pour la suite, quoi. Ok, justement, tu m'as fait un bon passage de témoin à la tech. Justement, comment tu vois l'évolution de la tech au Gabon? Alors, moi, c'est vraiment ton marché d'origine. Et sachant qu'il y a Tech 241 que vous avez lancé, et je crois que tu es le président, ou je me trompe, voilà. Ouais, comment tu vois justement l'évolution de la tech? Est-ce que tu penses que cette levée de fonds aura un impact au niveau des acteurs locaux? Alors toi, tu me diras plus. Je pense que c'est plus à toi de répondre à cette question sur l'impact. Mais sur Tech 241, en fait, l'idée, c'est avec un certain nombre d'acteurs que je salue ici, hein, la SIG, ST Digital, Digitech Africa, ils sont très nombreux. On a aussi Malika Fastbox. On a Ren Tungi, qui est notre vice-présidente pour le côté juridique, cybercriminalité. On a Johan Daginowora, donc E-Tech Institute, premier institut en fait, de formation diplômante pour les nouveaux métiers du digital. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est on s'est mis ensemble avec l'idée de fédérer des acteurs. Alors, on essaie de le faire, c'est du bénévolat, hein, donc c'est vraiment sur le temps, spare time qu'on arrive à dégager qu'on le fait. Avec la vision, en fait, c'est qu'il faut réussir à construire un écosystème. Ça ne se fait pas tout seul. Les acteurs sont là, mais il faut de l'intention. Il faut se réunir, il faut faire des constats souvent, il faut qu'on regarde dans la même direction pendant même un temps court, le temps de déposer un livrable sur la table pour que l'écosystème avance. Hein, et comme ça, on a fait Brunch Connect l'année dernière, justement pour parler du financement de la tech. Parce qu'en fait, au Gabon, et c'est le premier défi de notre écosystème, on a énormément d'argent. On a énormément d'argent. Il y a beaucoup de rentiers en un pays rentier. Mais très peu de personnes imaginent aujourd'hui qu'ils peuvent investir dans une boîte tech et avoir un effet de levier et de la rentabilité. On va aller beaucoup plus sur des choses qui sont traditionnelles, comme la pierre. Une fois qu'on a 2-3 immeubles, je pense qu'on peut essayer quand même de soutenir une start-up qui a potentiellement une échelle de marché plus grande. On en est l'exemple, c'est-à-dire que tu aurais mis 10 millions dans Posi il y a 3 ans, aujourd'hui tu serais au contact d'un marché en termes de potentiel. Donc les retours sur investissement sont démultipliés. C'est ce que la tech permet de faire. C'est une des seules industries où on a du passage à l'échelle qui est démesuré comme ça. Donc je pense qu'il faut pousser l'awareness. Les gens n'en entendent pas suffisamment parler. On a aujourd'hui un alignement de planète parce qu'on a un ministre qui est très tech, issu de la tech lui-même et qui pousse énormément d'un point de vue déjà réglementaire notre secteur. Il a sorti une ordonnance il n'y a pas longtemps qui permet déjà de commencer à structurer et de faire en sorte que l'offre qui arrive dans une administration ait une base légale, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de base légale. Donc, les choses se mettent au fur et à mesure en place et un écosystème... ce sont des briques. Et ces briques, il faut bien que chacun puisse être valorisé pour ce qu'il a apporté.
Tu as des acteurs comme Ogwe Labs qui ont commencé à faire de la sensibilisation sur les métiers du digital. C'est une brique. Alors, d'aucuns diront que c'est une brique en terre cuite. Moi, je préfère les briques en industrielles. Ça reste une brique sur laquelle on peut poser quelque chose. Et aujourd'hui, l'idée, c'est valoriser chacune des briques qui existent, identifier celles qu'il faut rajouter pour être crédible. Et là où, en fait, cette levée de fonds, je pense, est très positive, c'est que on se bat pour dire qu'on fait de la tech. Mais à l'international, ce qui compte, c'est qui pèse combien, Exactement. qui a fait quoi sur ce sujet de la levée. Et ben on a la chance d'être les premiers. Moi, je dis c'est un privilège. Alors, on n'a vraiment pas le droit à l'échec. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas fêté. mais voilà, c'est un premier jalon posé. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'une fois qu'un investisseur a mis de l'argent quelque part, eh ben, les autres se disent, tiens, il se passe quelque chose. Allons regarder. Et quand ils viennent regarder, ce qu'ils doivent voir, en fait, c'est qu'on est comme ça. On n'est pas dispersé. Et l'idée de cette organisation, c'est de fédérer. On n'est pas parfait, mais au moins, on est ensemble, pour le coup. Et l'idée, c'est contribuer à ce que l'écosystème existe. Donc, pour Tech 241, on a un plaidoyer qu'on a posé il n'y a pas longtemps au niveau du ministère, qui va être traduit par certains points, j'espère, sous forme de loi. Et on continue l'aventure. C'est un process ongoing, c'est une itération, c'est une petite start-up en elle-même. Justement, les planètes sont alignées, parce que je pense que avec Tech 241, vous avez rencontré le ministre l'année dernière, je crois, si je me trompe. Et cette année encore, il y a une rencontre avec le ministre. Bon, ça c'est toi. Et après la levée de fonds. Donc, je pense que ça stimule ou ça motive encore plus les pouvoirs publics à se dire, il y a vraiment un gros coup à jouer à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques indices de tes échanges avec le ministre à ce sujet? Alors, nous, on agit vraiment en groupe sur, collectivement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche, chacun dans notre domaine. Hein. Dans la fintech, qu'est-ce qui marche, dans le e-commerce, qu'est-ce qui marche, dans la mobilité, qu'est-ce qui marche. Et le premier niveau de discussion, c'est identifions-nous, montrons qu'on existe. Le jour où un projet quelconque de digitalisation tombe dans l'escarcelle du budget de l'État, notre objectif, c'est qu'on puisse être ne serait-ce qu'informé. Tu sais, au Gabon, on a cette difficulté, c'est que l'information, elle est abstraite, parce qu'elle n'atterrit nulle part. En même temps, on dit qu'elle est partout. Ah, tu n'étais pas au courant, on a lancé ce truc, etc. Donc, l'idée, c'est mettons des mécanismes en place pour être au courant. Faisons circuler l'information pour que chacun puisse se positionner. L'idée, c'est ça, c'est que des opportunités sont là, mais parfois, manque de structuration, on n'est même pas au courant. C'est seulement une fois que le chantier est livré que on finit par tous se plaindre parce que ça ne s'est pas fait. Nos discussions, elles partent aussi du fait que si, Olivier, tu as déjà fonctionné, si tu as déjà des clients dans le privé, tu as déjà du chiffre d'affaires, tu as de la structuration. Parce qu'en fait, pour travailler dans le privé, il faut être structuré aussi. Hein. On dit souvent l'État, c'est exigeant, mais le privé, ça l'est encore plus. Dans le sens où c'est la guerre et la compétition, elle est rude. Hein, tu es fournisseur, tu travailles dans une boîte dans laquelle je pense que les gens se battent pour devenir fournisseur. Si tu ne fais pas le job, il y en a 4-5 autres derrière qui vont le faire. Et cette logique fait que les boîtes tech qui ont déjà des clients privés à un certain niveau, à une certaine stabilité, à mon sens, doivent être mises en avant. Pour dire à nos pouvoirs publics, ils ont réussi à travailler avec Comiloc pendant 3 ans, 4 ans, au standard de Comiloc pendant 3 ans, 4 ans. Mettons-les dans un pipe pour que la commande publique puisse également leur faire confiance. Parce qu'une entreprise privée, même avec toute la RSE qu'elle veut déployer, n'aura pas le niveau d'investissement de l'État. J'ai vu là près de 2000 milliards. Personne ne va faire ça. Donc il faut bien qu'à un moment donné, le pari soit pris, qu'on dise, OK, sur les 2000 milliards, si le numérique représente, je sais pas moi, 200, 300, on va volontairement, intentionnellement, en tant qu'État, c'est ce que tous les États ont fait, mettre ce montant qu'on va véritablement confier aux entrepreneurs de la tech. Il faut réussir à avoir cet état de fait. Mais Olivier, ça passe par du lobbying. Ah, mais clairement. Il faut faire du lobbying. Il faut dire qu'on est capable. Il faut montrer qu'on est capable.
Il faut démontrer qu'on est capable, que ce n'est pas juste un coup qu'on peut répliquer derrière. Et ça demande justement cette marche ensemble. Donc, c'est un défi pour moi qui est très important. Je pense que le prochain jalon, oui, Posi a levé des fonds, c'est bien, c'est l'international, c'est les investisseurs privés. Pour moi, je pense que le succès, ce serait de dire, OK, on a une start-up spécialisée dans la fintech aujourd'hui qui est capable d'agréger des flux financiers parce qu'elle est stable, parce qu'elle travaille avec tous les opérateurs telco sur le mobile money depuis déjà 3-4 ans. Elle a développé une plateforme de facturation, de paiement. Il faut que cette plateforme, on puisse l'adopter dans une entité parapublique. Qu'on la mette dans un des choix. Voilà, aujourd'hui, en tant qu'opérateur, je peux payer mes impôts ou payer mes taxes locales via cet agrégateur. En Côte d'Ivoire, tout le monde est sur Wave. Tout le monde est sur Wave. Wave, c'est un agrégateur de paiement. Aujourd'hui, avec l'adoption du QR code, on devrait avoir des acteurs locaux qui sont capables de passer dans le flux où je vais à la mairie, je paye avec ma fintech gabonaise. Et ça, il n'y a que l'État qui peut avoir ce niveau d'intentionnalité. Et pourtant, il y a Digitech, par exemple, une expérience assez longue côté fintech et autres dans ce sens-là. Ça fait, je crois, plus de 6 ans. Exactement. Et ils sont d'ailleurs en Côte d'Ivoire aussi. J'espère les recevoir prochainement. Justement, il nous reste quasiment 1 minute. Moi, j'aimerais que tu nous laisses un mot de fin pour ceux qui nous regardent, surtout pour les jeunes, parce qu'eux également, on veut les inspirer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le podcast existe. Donner la parole aux champions gabonais, ce qu'on ne voit pas souvent à la télé. On ne voit pas souvent à la télé. Les gens de la com, habituellement, c'est souvent ça. On n'aime pas trop être derrière la caméra, mais des fois, on est obligé. Justement, pour ceux qui nous regardent, ces jeunes-là. Écoute, je pense que ce sera une des phrases que j'ai dites et que je répète souvent d'ailleurs quand je croise des jeunes. Vraiment, ayez des rêves suffisamment grands pour que Dieu ait sa place dedans. Non, les planètes sont vraiment alignées parce que je pensais à la même phrase et j'espérais que tu allais la sortir. Parce que pour de vrai, tu devais être dans la première saison du podcast Dona. Mais bizarrement, ça se fait maintenant. Après la levée de fonds de Posi. Moi, j'espère te retrouver en 2030 et que tu nous racontes ta 15e implantation en Afrique. Et merci encore d'être passé dans Merci Olivier pour le podcast, c'était super.